Il y a quelques jours, je vous ai parlé des Sims, permis de sortir sur GBA. J'avais vraiment adoré ça et j'étais beaucoup trop jeune pour y jouer à l'époque. Et un autre jeu auquel j'étais beaucoup trop jeune pour y jouer parce que j'ai même pas réussi à le finir parce que j'étais en galère à l'époque, c'est les Sims 2 naufragés. Bienvenue sur l'île de la désolation, où vos rêves de barbecue sur la plage virent rapidement au cauchemar de survie. Aujourd'hui, on plonge dans les Sims 2, naufragés, sur PS2, un jeu aussi surprenant qu'oublié, qui mélange simulation de vie à la koh avec des contrôles plus hostiles que la faune locale. Le concept, brillantement bizarre. Imaginez vos Sims, habitués à leur petit confort, qui se retrouvent échoués sur une île après un naufrage. Ici, pas de maison cosy, pas de pizza livrée en 30 minutes, non. Construire des abris de bois, flotter, pêcher son propre dîner et espérer que le singe du coin ne pique pas tes ressources. L'idée de mêler survie et gestion des besoins était à la fois aussi logique que géniale. Préparez-vous à découvrir vos Sims en train de mourir de faim désespérément en tentant de fabriquer un radeau avec 3 brindilles. Le jeu, vraiment génial. Le gameplay, entre génie et frustration. Le jeu vous pousse à explorer l'île, récolter des matériaux, crafter des objets pour améliorer votre quotidien de naufragé. Les possibilités sont étonnamment variées. Construire des huttes, cuisiner des plats exotiques, et même créer des tenues en feuilles, parfait pour un défilé à la Tarzan. Mais attention, naviguer dans les menus est parfois une épreuve en soi. Les temps de chargement sont horribles, et on se croirait en train de résoudre un puzzle pour simplement allumer un feu. S'il vous plaît. Sortez-nous ce jeu, ça je vais en faire un short, ça n'hésitez pas à le clipper partout sur TikTok, ce jeu ressortez-le nous sur PS5, sans temps de chargement et avec les graphismes du jour, s'il vous plaît, parce que franchement c'était très 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 cool comme jeu, ça mériterait vraiment un remake en tout cas. Le gameplay, on en a parlé, c'était très très cool, l'ambiance aussi. Unique, mais vraiment étrange. Graphiquement, le jeu fait son boulot, pour de la PS2, environnement coloré, île vivante, musique insulaire qui vous plonge dans l'aventure. Mais il y a aussi un côté un peu loufoque, typique des Sims. Votre personnage peut passer de la déprime totale à la danse de la joie parce qu'il a trouvé une noix de coco. L'humour est omniprésent, et c'est ce qui sauve l'expérience du naufrage total. Verdict, c'est une pépite sous-estimée. Les Sims 2, naufragés, c'est un jeu imparfait, mais avec une âme unique. C'est un ovni ludique qui vaut le détour pour son originalité, malgré ses contrôles parfois capricieux. Si vous aimez les expériences décalées et que vous n'avez pas peur de passer des heures à chercher du bambou pour vous fabriquer un lit, foncez. C'est un très bon jeu. Ça fait partie des rares jeux que j'aurais envie de me refaire. Vous avez vu, je vous ai reparlé de plein de jeux assez anciens sur cette chaîne, et il y en a plein que je kifferais refaire, comme Dragon Quest VIII, mais je sais à quoi m'attendre, c'est un RPG. Lui, c'est un des rares jeux où vraiment, je pense que du A à Z, je risque d'être surpris. Je pense que la fin doit être très très cool. J'ai pas eu l'occasion de le faire, alors que j'ai dû passer 20 heures de jeu dessus. Je pense que ça suffit largement pour le finir, mais à l'époque, j'étais petit, et donc on jouait 5 heures, puis il suffisait qu'il y ait quelque chose qui nous plaise pas, puis on recommençait, puis on rejouait 5 heures, et ainsi de suite. Donc c'est assez dommage, j'ai pas eu l'occasion de le finir, d'où l'idée que j'aimerais un remake, ou sinon peut-être que sur PS5 on peut l'acheter en démat et rejouer aux jeux PS2 sur PS5. J'ai vu que certains jeux PS2 étaient disponibles dessus, si vous le savez, n'hésitez pas à me mettre en commentaire, puis si ça vous plairait, je vous ferai peut-être même un let's play dessus, ça pourrait être très très cool, bien sûr avec des cuts et tout, mais une petite vidéo montée pourrait être très très cool. En résumé, les Sims 2 naufragés, c'est un petit bijou, qu'aurait mérité beaucoup plus de reconnaissance, et qui prouve que même en slip sur une île déserte, les Sims trouvent toujours le moyen de râler. Alors, est-ce que t'es prêt pour affronter la jungle et Prince les of menus Persia, les sables du temps, ce chef-d'œuvre complètement oublié. Imagine un jeu où chaque erreur pouvait être effacée d'un simple retour dans le temps. Un jeu mélangeant plateforme, action, énigme et une fluidité rarement égalée. Un jeu où un prince arrogant se retrouve embarqué dans une histoire épique qui va le changer à tout jamais. Dès les premières secondes, ce jeu c'est Prince of Persia, les sables du temps, qui t'impose une ambiance unique, un palais dévasté, des créatures cauchemardesques, un héros piégé par sa propre arrogance. Et toi, joueur, t'es là avec un seul outil, une dague capable de défier la mort et de revenir dans le temps. Est-ce que t'as kiffé ce jeu quand t'étais jeune? N'hésite pas à le mettre en commentaire et n'hésite pas à mettre les prochains jeux que tu veux voir dans cette magnifique série. Je teste tous les jeux vidéo qui existent. Le gameplay était tellement en avance sur son temps. Là où la majorité des jeux d'action t'imposaient un game over brutal à la moindre erreur, Prince of Persia révolutionne tout. T'as raté un saut, tu reviens en arrière. Tu te fais découper par un piège, tu reviens en arrière. Un combat tourne mal, tu reviens en arrière. Cette mécanique a tout changé à l'époque et a inspiré des jeux comme Life is Strange ou Braid. Mais attention, le jeu ne te mâche pas le travail. T'as une quantité limitée de sable et il faudra l'utiliser intelligemment. Le jeu récompense précision, réflexion, un truc qu'on retrouve aujourd'hui dans des jeux comme Celeste ou Mirror's Edge. Abonne-toi, va regarder tous mes sons sur Carré Musique. Les combats, géniaux ou vieillots. Et c'est là que les avis se sont divisés. Pour moi, c'était génial. Certains adorent le système de parcours, qui te permet de courir sur les murs, sauter au-dessus des ennemis,
les exécuter avec style. D'autres trouvent que ça devient répétitif, et c'est vrai. Mais franchement, en 2003, les gars, aucun jeu te donnait autant l'impression d'être un vrai guerrier acrobatique. C'était littéralement en avance sur son temps. L'histoire était en plus bien plus profonde qu'il n'y paraît. Le prince commence comme un jeune imbu de lui-même, avide de gloire. Mais au fil de l'aventure, il réalise l'ampleur de son erreur et ne se bat non plus pour lui-même, mais pour réparer ce qu'il a causé. Et c'est une véritable évolution du personnage qu'on retrouvera plus tard dans des jeux comme The Last of Us ou Tomb Raider 2013. D'ailleurs, le premier Prince of Persia était disponible en jeu Flash, c'était prince.js sur Google, n'hésitez pas à le faire, même le premier Prince of Persia en 2D c'était déjà un excellent jeu. Et puis je peux pas parler de ces jeux là sans mentionner Farah. Loin d'être une simple demoiselle en détresse, elle joue un rôle clé dans l'histoire, et l'alchimie entre elle et le prince est super cool, c'est limite parfait. L'ambiance inimitable. Les décors, inspirés des contes des Mille et Une Nuits, la musique envoûtante, jeux de lumière, tout dans les sables du temps te plonge dans ce voyage, aussi féerique que dangereux. Ubisoft, parce que c'était Ubisoft à l'époque, qui avait réussi à capturer quelque chose de magique que peu de jeux ont su reproduire depuis. Mais bon, le verdict. Un classique intemporel. Si t'as jamais joué à Prince of Persia, Les Sables du Temps, tu rates un des meilleurs jeux d'action plateforme de tous les temps, qui a posé les bases de Assassin's Creed, influencé des tonnes de jeux, et qui reste encore aujourd'hui super cool à parcourir. Et toi, est-ce que t'as déjà testé ce chef-d'œuvre? Plutôt team repartir dans le temps à l'infini ou team je fonce à l'improviste? Parle-moi en commentaire, dis-moi tout ça en commentaire, n'hésite pas à mettre les prochains jeux que tu voudrais voir dans cette superbe série. Je teste tous les jeux vidéo, il y a forcément un jeu qui va te plaire, il y a plus de 200 tests sur la chaîne. Abonne-toi. Dynasty Warriors 4 Empire, c'est le jeu qui te dit pourquoi perdre ton temps à réfléchir quand tu peux tout régler à coups d'épée géante. Ici, tu incarnes un héros historique, chinois. Mais oublie l'histoire, tout ce que tu feras c'est transformer des batailles épiques en un concours de qui a le plus gros compteur de chaos. Spoiler, c'est toujours toi. Tu crois que tu vas mener une campagne stratégique? Non. Tu construis des alliances qui ne tiennent pas 2 tours. Tu recrutes des généraux dont tu oublies les noms. Et tu dépenses tes ressources dans des armées qui ne savent faire qu'une chose. Se faire pulvériser pendant que tu fais tout le boulot tout seul. Sérieusement, les batailles, c'est pas de la tactique. C'est toi qui spam carré comme un forcené en criant « Moi tout seul, je suis une armée ». Et pourtant, on adore. Parce que Dynasty Warrior 4 Empire, c'est l'anti-simulation. Aucune logique, juste du fun, pur et brutal. Tu veux battre 300 ennemis en un combo? Fais-toi plaisir. Tu veux conquérir la Chine avec un personnage totalement oublié par les livres d'histoire? Vas-y, fonce. Ce jeu, c'est une fête de la surpuissance, un exutoire où la seule vraie règle, c'est plus de combos, moins de cerveau. Bref, un chef-d'œuvre de chaos organisé. Dynasty Warrior 4 Empire, c'est très 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 cool. C'est un jeu où stratégie et massacre se rencontrent, et où la stratégie perd souvent. Dans ce classique, revivez les batailles légendaires de la Chine antique, mais avec un twist. Vous êtes un dieu vivant sur le champ de bataille, pulvérisant des armées entières à vous tout seul. Le jeu est très cool. On a un mode un peu tour par tour justement où on va attaquer à chaque fois un territoire, puis après du Dynasty Warrior vraiment classique avec un système de cartes où on drop la carte et on peut rajouter des soldats justement dans ses armées, donc c'est très 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 cool, c'est vraiment particulier. Je vous invite à regarder d'autres vidéos du gameplay, découvrez pourquoi ce jeu reste iconique, entre gameplay décomplexé, personnages mémorables et moments what the fuck qui font tout son charme. Si vous avez des souvenirs, parce que c'est un jeu qui est assez vieux, Dynasty Warrior 4 Empire, si vous avez des souvenirs sur ce jeu, ou juste envie de le découvrir, cette vidéo est pour vous. Abonne-toi, pouce bleu, n'hésite pas à me dire le prochain jeu que tu veux voir dans les commentaires. Monster Lab sur PS2, le laboratoire du chaos oublié. Si Frankenstein avait eu une Play 2, il aurait sûrement poncé Monster Lab jusqu'à faire fondre la console. Ce jeu sorti en 2008 vous met dans la blouse d'un savant fou qui assemble des créatures plus dégueulasses les unes que les autres. Et surtout, c'est encore plus dégueulasse qu'un buffet de cantine scolaire. Mais attention, sous ces airs de jeu obscur, Monster Lab cache une formule surprenante, qui mérite qu'on s'y attarde. Et ça fait aussi partie de tous ces jeux auxquels j'ai beaucoup trop joué étant beaucoup trop jeune. Il y a bien sûr les Sims permis de sortir, les Sims naufragés, qu'on a vu déjà dedans. Et quelques autres, n'hésitez pas à aller regarder toutes les vidéos sorties sur cette chaîne. On va parler du gameplay, la science du bourrinage. Imaginez Pokémon, mais au lieu de capturer des bestioles mignonnes, vous les fabriquez avec des bons bouts de ferraille, des membres mutants, des organes douteux. Le jeu est un petit mélange d'exploration, mini-jeu, combat tour par tour. À chaque partie de votre monstre a ses propres stats et ses propres attaques. Si vous voulez lui coller une scie circulaire à la place d'une main, vous pouvez. Une tête en bocal avec des yeux qui pendent, c'est possible aussi. Le terrain de jeu, vraiment c'est un terrain
un jeu de paris tant la création et la customisation est importante. Le cœur du jeu, c'est vraiment sa petite fabrication de monstres. Vous collectez des matériaux en explorant des zones gothiques et en affrontant des créatures. Plus vous avancez, plus vous débloquerez de composants. Toujours plus grotesque, pour perfectionner votre abomination. Le plaisir vient autant du côté bac à sable que de la stratégie. Chaque pièce a ses forces, ses faiblesses, et composer la créature parfaite devient un véritable casse-tête. L'ambiance et l'univers, c'est un peu du Burton sous acide. Visuellement, Monster Lab a ce petit côté Tim Burton, avec des environnements lugubres, des personnages caricaturaux. Le design des monstres est à la fois repoussant, mais en même temps extrêmement hilarant, avec des animations maladroites qui ajoutent du charme au jeu. Les dialogues, bourrés d'humour noir et d'histoire, bien que simplistes, vous poussent à continuer pour voir quelle autre horreur vous pourrez bricoler. Est-ce qu'il faut y jouer? Pourquoi faut y jouer ou pas? D'ailleurs, Monster Lab c'est un jeu qui plaira vraiment pas à tout le monde. Mais ceux qui aiment les expériences décalées et les jeux de création surtout, y trouveront vraiment leur compte. Il a vieilli bizarrement, mais ça reste une pépite vraiment méconnue d'ailleurs, je sais même pas comment ça se fait que je connais ce jeu, qui prouve que la PS2 c'était vraiment une terre fertile pour des concepts barrés. Est-ce que t'es prêt à devenir maître du chaos? Si t'as un jeu un peu perché, n'hésite pas à le mettre en commentaire. Beyond Good and Evil, le chef-d'œuvre oublié de Ubisoft, un jeu d'aventure avec une direction artistique sublime, un jeu qui méritait mieux, un scénario prenant, un gameplay varié, une héroïne charismatique qui tabasse. Ça vous fait penser à The Legend of Zelda ou Uncharted? Eh ben non, on parle de Beyond Good and Evil, un bijou sorti en 2003 et qui s'est pris un mur en termes de vente. Pourquoi ce jeu est un échec commercial alors qu'il est considéré comme un chef-d'œuvre culte aujourd'hui? Était-il trop ambitieux pour son époque, trop en avance sur son temps? Accrochez-vous, on va plonger dans un jeu qui aurait pu révolutionner l'industrie, mais qui a fini oublié dans un coin, comme les actions de chez Ubisoft. Il est bien en train de chuter. C'est pas un conseil en investissement. Un univers unique et une histoire intrigante. Bienvenue sur Elise, une planète aquatique envahie par les Doomsday, une race extraterrestre qui enlève les habitants. Le gouvernement réagit en envoyant une armée privée, l'Alpha Section, mais quelque chose cloche. Il semble cacher quelque chose. Vous incarnez Jade, une photographe, reporter, badass qui gère un orphelinat, accompagnée de Peiji, son oncle cochon mécano. Elle va vite être embarquée dans un complot bien plus grand qu'elle, et son appareil photo va devenir son arme la plus puissante pour révéler la vérité. Ce mélange entre science-fiction, cyberpunk coloré rappelle un peu Star Wars, le 5e élément ou encore Jack and Dexter. Le lore fascinant, le jeu aborde des termes surprenants, manipulation, médiatique, dictature, résistance. Ouais, franchement pour un jeu PS2, Beyond Good and Evil parle de sujets lourds, mais avec une légèreté et une narration vraiment maîtrisée. Le gameplay ultra varié qui mélange deux genres. Là où Beyond Good and Evil est incroyable, c'est son gameplay, et le gameplay, c'est le plus important dans un jeu vidéo. Qu'est-ce que ça mélange? Exploration façon Zelda, monde semi-ouvert, île explorée, donjon énigme, infiltration, Metal Gear, certaines missions qui vous demandent d'être discrète, cachée, s'espionner, combat dynamique, Jade est équipé d'un petit bâton pour enchaîner des combos simples mais efficaces, appareil photo, c'était révolutionnaire, Jade doit prendre des clichés pour dénoncer la corruption du gouvernement. Ce concept ultra originel à l'époque a inspiré des jeux comme Dead Racing, Pokémon Snap ou Spider-Man, et les phases de course en Overcraft. Parce que pourquoi pas mettre un peu de course? Le jeu ne vous enferme pas dans une boucle répétitive. Et ça, c'était incroyable. Chaque mission apporte une nouvelle mécanique, ce qui maintient une sensation de découverte constante tout au long de l'aventure. Alors pourquoi ce jeu il a floppé, alors que c'était génial? Malgré toutes ses qualités, Beyond Good and Evil s'est mangé un mur commercial. Pourquoi? Sortie ultra mal planifiée. Le jeu, sorti en fin d'année 2023, face à Prince of Persia, Les Sables du Temps, allez voir ma vidéo, Call of Duty ou encore Mario Kart Double Dash, allez voir ma vidéo sur GameCube, sur tous les jeux GameCube, autant dire que c'était suicidaire. La promotion était ratée. Peu de gens savaient ce que c'était. À l'époque, Ubisoft était encore loin d'être le géant qu'il est aujourd'hui, avec des actions qu'il fallait acheter à l'époque. Un design difficile à vendre, un jeu trop adulte pour les enfants, trop coloré pour les adultes, l'entre-deux était très compliqué. Verdict, en fait c'était une pépite oubliée, qui mérite son remaster. Putain, alors qu'est-ce que c'est? Ah oh là là là, j'en suis ému. Est-ce que Beyond Good and Evil est un chef-d'œuvre? Bah ouais, oui. Son mélange de genres, son univers unique, son scénario intelligent en font une expérience incroyable, mais en fait il avait 10 ans d'avance sur son temps. Le public n'était pas prêt. À faire, si vous aimez les jeux d'aventure comme Zelda ou Jack and Daxter, si vous cherchez un jeu avec une histoire originale et une héroïne badass, si vous aimez les expériences variées qui ne se contentent pas d'un seul gameplay. Vous devriez l'éviter si vous cherchez un jeu avec du combat nerveux et technique, si vous n'aimez pas les jeux semi-ouverts avec des phases d'infiltration, et si vous êtes allergique au graphisme légèrement daté. Aujourd'hui, Beyond Good
Woodville a enfin le droit à une seconde chance, avec un remaster en préparation et une suite un peu bloquée dans le développement. Si Ubisoft veut réussir, ils doivent absolument capitaliser sur ce qui rend ce jeu génial. Dites-moi en commentaire si vous l'avez joué ou si vous Shadow attendez of la the suite. Colossus, le jeu où on te donne un cheval, une épée et une mission incroyablement vague. Tu décolosses, ça ira mieux après. Tu t'ébarques dans un monde magnifique mais désolé, peuplé uniquement de géants silencieux et d'un dieu qui parle comme un DJ sous acide. Et toi, tu y crois. Parce que tout ce que tu veux, c'est sauver une fille qui ne t'a même pas demandé de faire tout ça. Sérieusement, elle a rien signé. Mais bon, l'amour, c'est comme ça. Tu passes des heures à galoper des plaines vides, juste pour trouver un colosse qui n'a rien demandé à personne. Ces créatures, c'est des œuvres d'art vivantes, des montagnes qui bougent. Mais toi, armé de ton couteau à beurre et de ta détermination, tu les escalades comme un fou. Et à chaque fois, tu les fais tomber. Tu te sens un peu coupable, parce que oui, au fond, ce jeu, c'est une gigantesque métaphore sur la destruction, la solitude, et probablement sur le fait de ne jamais ramasser un combat que tu ne comprends pas. Et la fin. Pas de spoiler. Mais disons que Shadow of the Colossus, c'est comme un cours de philosophie mélangé à un film d'auteur. Chaque colosse est une leçon, chaque victoire est une défaite. C'est un chef-d'œuvre qui te fait dire mais pourquoi je fais tout ça? Tout ça t'empêchant de te lâcher, tout ça en t'empêchant de lâcher ta manette, c'est fort. Bref, un classique intemporel, qui prouve que parfois, le plus grand ennemi, c'est toi-même. C'est un jeu qui te met face à des géants, et à ta propre conscience. Dans ce chef-d'œuvre, intemporel, il est sorti sur PS2, PS3, PS4, peut-être même PS5, on explore la beauté de l'open world, la complexité de l'histoire, le sentiment étrange de vaincre des créatures qui n'ont rien demandé. Découvrez pourquoi ce jeu continue de captiver les joueurs, même des années après sa sortie. Entre combats épiques et moments de solitude, Shadow of the Colossus est bien plus qu'un jeu. C'est une vraie Je expérience. remonte encore dans le temps pour parler d'un jeu qui a marqué toute une génée. FIFA Street sur PS2, un jeu où les terrains sont en béton, les règles sont faites pour être brisées, les gestes techniques sont plus stylés que la coupe de cheveux de Ronaldinho en 2005. Prépare-toi à plonger dans ce chef-d'œuvre de la culture du foot de rue. Un gameplay arcade à la sauce freestyle. Oubliez les schémas tactiques, les passes millimétrées. Dans FIFA Street, c'est que du flow, du show, des dribbles. Tu humilies tes adversaires avec des roulettes, des petits ponts, tu claques des buts de foot dans des cages minuscules. Le jeu te pousse à enchaîner tricks sur tricks pour remplir ta jauge de game breaker et une fois activé, c'est le carnage. Les tirs deviennent imparables et chaque but compte double. Des terrains qui transpirent la street. Les matchs se jouent dans des terrains de quartier. Ruelles taguées, parkings délabrés, toits d'immeubles. Chaque décor te plonge dans une ambiance urbaine ultra stylée, très loin des stades aseptisés. Ici, ça joue dur, ça rebondit sur les murs, chaque surface modifie la façon de jouer. Une vibe 100% street culture. La musique, le hip-hop, l'électro te plongent direct dans l'ambiance. Les morceaux sentent bon les années 2000 encore aujourd'hui. Les joueurs sont modélisés avec un côté cartoon très exagéré qui amplifie l'aspect spectaculaire du jeu. Les commentaires sont remplacés par des cris, les réactions du public rendent chaque action plus intense. Et je voulais vraiment vous parler de ce jeu, parce que pour moi, FIFA Street, pourquoi est-ce que ça reste une légende? Parce que c'était plus qu'un jeu de foot, c'était une célébration de la culture urbaine à l'époque, du plaisir de jouer sans pression, pas de carton rouge, pas de hors-jeu, juste du pur kiff, de la créativité. Même aujourd'hui, relancer FIFA Street, c'est retrouver cette énergie brute qui manque parfois aux jeux modernes. Et en résumé, FIFA Street sur PS2, c'était le foot dans sa version la plus fun et la plus libre. Si tu as jamais joué, trouve un moyen d'y remédier. Et si tu as déjà joué, relance-le pour le plaisir de claquer un game breaker avec Ronaldinho. Laisse un commentaire si tu veux que je teste d'autres classiques. Et sinon, abonne-toi, sinon je te mets un petit pont virtuel.